alors le titre de ce soir, c'est les vertus de l'égoïsme. Voilà, et comme je le disais, bon, c'est un titre évidemment paradoxal, mais il faut bien voir que ce paradoxe n'est peut-être qu'apparent, puisque le titre vertu est au pluriel. Et c'est justement ce qui fait l'ambiguïté du titre. Ce n'est pas la vertu de l'égoïsme, mais les vertus de l'égoïsme. Alors je dis quelques mots d'abord sur le mot vertu, parce qu'il contient, je dirais, une ambiguïté, il est polysémique. Et ensuite, j'en viendrai évidemment à l'égoïsme. Parce que c'est à partir de cette compréhension, de cette entente du mot vertu qu'on va aborder le thème de l'égoïsme. Alors qu'est-ce que la vertu? Non. Que désigne le mot vertu? Le mot vertu, il désigne d'abord la vertu. Alors là, c'est peut-être le sens le plus courant, le plus ordinaire, le plus commun pour nous. Alors la vertu, on la définit généralement comme la disposition, naturelle ou acquise, à faire le bien délibérément. Parce que si vous faites le bien mais par inadvertance, on ne peut pas dire que vous manifestiez, j'ai un aspect vertueux particulièrement frappant. Donc, vertu, c'est d'abord la disposition naturelle ou acquise à faire le bien délibérément, à faire son devoir, à correspondre à un idéal moral, religieux ou spirituel. Ça, c'est le premier sens de vertu. Il y a un autre sens de vertu qui est un peu vieilli, qui est un peu, comment dirais-je, désuet. C'est la vertu au sens de vaillance, au sens de courage, d'énergie vitale, de bravoure, si vous voulez. Et je vais en dire un mot parce que ça renvoie au sens originel latin. Ça, c'est le deuxième sens. Il y a un troisième sens qui a été utilisé en pharmacopée, en pharmacologie, c'est vertu au sens de pouvoir, vertu active, on dit maintenant principe actif. C'est, comment dirais-je, sont les qualités distinctives d'une plante, d'un remède. Par exemple, au sujet d'une plante, il y a un terme désuet. Par exemple, une plante a une vertu dormitive, elle vous fait dormir, voilà, ou une vertu tonifiante, etc. Donc vertu, c'est la qualité distinctive, c'est l'ensemble des propriétés, des caractéristiques, si vous voulez, qui distinguent un principe actif. Et donc ça a donné par dérivation des formules du type en vertu de, c'est-à-dire du fait du pouvoir, par le pouvoir de. Alors parfois c'est un peu redondant, c'est en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, mais il y a l'idée d'action. Ça c'est le troisième sens, donc propriété, qualité distinctive, principe actif, ce qui m'amène au quatrième sens, qui est un sens peut-être là aussi un peu plus éloigné, mais qui nous dit quelque chose sur le paradoxe de ce soir, c'est le mot virtu. Virtu, dans l'italien de la Renaissance, on trouve ça notamment chez Machiavel, Niccolò Machiavelli, qui est l'auteur notamment du Prince. Virtu, ce sont les qualités de la personne notamment qui doit prendre le pouvoir et le conserver, les qualités du prince. Ce sont les qualités, mais ce sont aussi les pouvoirs d'action, c'est-à-dire les pouvoirs d'agir dans une situation stratégique, politique, et donc ça inclut la milice, l'armée, qui est à la disposition du prince pour agir sur un champ d'action qui est politique et pour utiliser ses forces dans un champ stratégique d'action. Donc voilà pour je dirais, les grandes lignes du terme vertu. Alors évidemment, vertu, ça vient du latin virtus. Et ce mot lui-même vient du latin vir qui veut dire l'homme au sens masculin. Souvent on fait une confusion parce qu'on pense que homo, ça veut dire l'homme au sens masculin, pas du tout. Non, homo c'est l'humain. C'est vir qui est au masculin. Parfois on rajoute un H majuscule pour dire que c'est l'humain. Non, l'homme c'est homo, c'est l'humain. C'est vir qui désigne l'individu masculin. Donc virtus, je dirais étymologiquement, ce sont les qualités qui font la valeur physique ou morale d'un homme originellement au sens masculin, même si évidemment les latins savent très bien qu'une femme peut avoir de la virilité. Ils avaient vu notamment les femmes des Germains se battre pendant les guerres contre eux. Donc virtus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les qualités, les mérites de quelqu'un. Ça peut être les qualités d'un orateur, par exemple, c'est l'ensemble des mérites. Qualités positives. C'est effectivement aussi, ça ne vous surprendra pas, la disposition à faire le bien. Ça ressemble à notre vertu, la vertu dont j'ai parlé au début, qui s'oppose au vice, comme le bien s'oppose au mal, comme la moralité s'oppose à l'immoralité. Puis à virtus, c'est aussi, et là vous allez retrouver un sens que j'ai évoqué, on voit que le latin est vraiment l'origine pour nous étymologique des sens
qui sont liés au mot vertu. L'autre sens, ce sont justement les qualités qui sont d'ordre, j'allais dire d'ordre viril, qui sont de l'ordre de la bravoure, de la force d'âme, de l'énergie vitale, de la combativité. Alors je m'arrête là pour les sens de vertu. Ça veut dire qu'on arrive tout de suite à un premier paradoxe. Ce premier paradoxe, c'est que, bien sûr, l'égoïsme n'est pas positif d'un point de vue moral. Ce n'est pas une vertu au sens d'une vertu morale. Il est généralement condamné, l'égoïsme. Mais on voit que l'égoïsme a peut-être des vertus, c'est-à-dire des propriétés, des qualités distinctives, des caractéristiques et des principes actifs qui ont peut-être un effet bénéfique. D'abord pour l'individu qui est égoïste, ça peut lui rapporter gros peut-être, ça peut lui apporter des bénéfices, et peut-être même de façon plus générale. Donc je répète, ce paradoxe, l'égoïsme en tant que tel, bien sûr, ça n'est pas une vertu morale, en général c'est considéré comme négatif du point de vue de la morale, mais ça peut peut-être produire, en termes de comportement, de démarche, des bénéfices, des profits, des choses qui sont bénéfiques d'abord à la personne qui est égoïste et peut-être même de façon plus large. Je laisse la question ouverte. Pour l'instant, c'est vous qui allez répondre, évidemment, qui allez m'éclairer sur ce point à partir de votre façon de juger les choses et de vos expériences, de vos observations. Ah, il faut qu'on en vienne quand même à l'égoïsme. Vous êtes là quand même pour ça. Parce que si vous êtes... Alors c'est bon signe que vous soyez là, parce que ça veut dire que vous voulez savoir ce qu'est l'égoïsme. C'est-à-dire que vous cherchez en vous-même, vous ne le trouvez pas. Et vous dites, il faut absolument quand même que je vienne ce soir pour en savoir un peu plus sur cette notion qui ne me concerne pas, qui m'est étrangère. Évidemment, la première question est la suivante. Qu'est-ce que l'égoïsme pour vous? C'est quoi être égoïste? Que signifie l'égoïsme? À quoi est-ce que ça renvoie? Quand vous, surtout, vous appliquez ce qualificatif, voire ce jugement à une démarche, une attitude, une personne, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi l'égoïsme pour vous? L'égoïsme est une île qui vit d'importation, mais qui n'exporte rien. Je ne sais plus qui est. Ah, oui, ça veut dire qu'en fait, c'est un profit personnel qui ne restitue rien, qui n'est pas dans l'échange, mais qui est dans un profit exclusif et il n'y a pas de restitution, il n'y a pas de contrepartie à ce qui est pris. Il y a une autre définition de l'égoïsme d'Eugène Labiche qui disait l'égoïsme, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Et en termes de partage ou de générosité, il disait aussi j'ai fini par m'apercevoir que je n'étais pas la seule personne qui partageait la fidélité de mon épouse. Donc voilà, il s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose qui lui avait échappé du point de vue de la collégialité, si vous voulez, de la fidélité de son épouse. Donc oui, il y a des définitions célèbres de l'égoïsme. Alors une première définition, ça c'est intéressant, c'est un profit personnel, une absorption, on pourrait dire, qui n'apporte pas de contrepartie, qui ne se préoccupe pas de contrepartie. Mais on pourrait vous faire la première objection que il y a des personnes finalement qui sont égoïstes, qui trouvent d'autres personnes égoïstes avec lesquelles collaborer dans des entreprises égoïstes et qui donc leur apportent leur concours. Et c'est justement l'une des thèses célèbres d'Adam Smith. Adam Smith, il est l'auteur notamment d'un livre très célèbre qui est apparu en 1776, qui s'appelle « Recherche sur la nature et les causes des richesses des nations ». Et si vous regardez le livre 1, chapitre 2, il dit la chose suivante, vous pouvez trouver le texte sur Internet, il dit finalement la société repose sur l'égoïsme parce que, je vous cite la phrase, ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais du soin qu'ils portent à leur intérêt. Et nous ne leur parlons pas, si vous voulez, de nos besoins, mais de leur avantage. Et finalement, ça consiste à leur dire, à s'adresser non pas à leur humanité, mais à leur égoïsme, et à leur dire j'ai besoin donnez-moi ce dont j'ai besoin, et vous aurez de moi ce dont vous avez besoin, à savoir de l'argent. Donc on pourrait vous dire, même finalement, est-ce que la société n'est pas un jeu d'égoïsme, etc. Ce serait une première objection, peut-être.
Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très vrai dans cette idée de rétention, d'absence, de restitution d'une part égale quand même. L'égoïsme, on peut le juger négativement, mais l'égoïsme a une racine. Et peut-être que l'égoïsme, ça vient d'une angoisse, d'une inquiétude, voire d'une incapacité, d'une défaillance à faire confiance, bien sûr, qui peut être compréhensible, qui n'est pas forcément condamnable en soi, même si après les effets peuvent être délétères. Bien sûr, ok. C'est comme disait Françoise, il faut un équilibre. Il faut une part d'égoïsme et une part d'altruisme. Alors je vais. D'accord. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je reviendrai sur ce dicton parce qu'il y a un célèbre écrit d'un cardinal, Dominique Ottoschi, il a vécu 1535, 1610 dans ces années-là, qui avait écrit un célèbre opuscule. Que signifie le proverbe charité bien ordonnée commence par soi-même, et est-ce en accord avec la Bible? Et il avait dit, mais finalement, on s'aime déjà toujours trop. Et en plus, cet amour est tyrannique depuis le péché originel. Alors, quand on dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, ce n'est qu'une image, parce que ça veut dire qu'il faut combattre l'amour qu'on a naturellement pour soi et qui est trop. Mais je le cite comme ça un petit peu par plaisanterie, mais c'est une question très importante, puisque vous voyez que Dominique Ottoschi, il prend à bras-le-corps le problème « aime ton prochain comme toi-même ». Alors est-ce que ça ne veut pas dire que finalement on commence par s'aimer soi avant d'aimer l'autre comme soi? Et il y a un problème là-dessus, est-ce que, vous voyez? Alors ça nous ouvre beaucoup de problèmes parce que Françoise le formule comme un équilibre. Il y a l'égoïsme d'un côté, il y a l'altruisme de l'autre. Manuela, je crois que vous étiez un peu dans cette idée-là. Vous me le formulez comme un deuxième temps, ce qui n'est pas forcément la même chose. Ça veut dire qu'il y a un premier temps où on cherche déjà, comment dirais-je, à se protéger, peut-être de l'égoïsme des autres, en gardant des choses pour soi, pour après pouvoir avoir une forme de générosité possible, pour ne pas être le dindon de la farce, si vous voulez. Mais dans ce cas-là, c'est une deuxième phase. C'est pas forcément un équilibre, c'est un préalable qui permet, je dirais, une ouverture. Ok. En fait, je dis que l'un n'exclut pas forcément l'autre. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Qu'on ne va pas vers les autres. Oui. Alors moi, je serais tenté. Une protection, se protéger soi-même. Bien sûr. Mais moi, je serais tenté de vous dire, quelqu'un de foncièrement égoïste sera difficilement altruiste. Je ne sais pas si vous n'avez sans doute pas rencontré de personnes foncièrement égoïstes peut-être dans votre vie, mais le risque, c'est justement que le véritable égoïsme, en fait, j'allais dire, je défends un peu une thèse comme ça, mais c'est pas une thèse de moi, et puis je ne tiens pas particulièrement, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, vous avez tort bien sûr, mais c'est pas grave. Mais peut-être que le véritable égoïsme, c'est celui qui n'est pas compatible avec l'altruisme. C'est parce que là vous me dites, finalement il y a une sorte d'aspect consensuel, j'ai ma part d'égoïsme, mais je donne aussi aux autres, et c'est pas vraiment ce qu'on appelle, c'est pas ce qu'on appelle généralement l'égoïsme. Même si je pense que c'est pertinent, je dirais, il y a peut-être, surtout dans notre société, un égoïsme minimal à avoir, et qui n'empêche pas après d'avoir une forme de générosité. Mais généralement, on considère comme une dualité incompatible la démarche égoïste et la démarche altruiste. Alors, vous allez voir, parce que moi je propose une définition, vous me direz si vous êtes d'accord. Il y a une question fondamentale que vous posez, qui est que finalement, quand on donne peut-être aussi pour soi, finalement. Mis à part l'altruisme sacrificiel auquel vous faites référence, qui existe quand même sans doute. Donc effectivement, peut-être qu'on oppose à tort souvent égoïsme et altruisme, au sens où on oppose quelqu'un qui ne donne pas et quelqu'un qui donne. Parce que parfois on peut donner par pur plaisir, donc on songe d'abord à soi. C'est vrai, c'est pas donner et ne pas donner, c'est peut-être pas le bon curseur. C'est peut-être pas ça ça peut être un critère, mais c'est peut-être pas le critère absolu pour distinguer l'égoïsme de l'altruisme, hein, bien sûr. C'est une question fondamentale. Je dis juste un mot à ce sujet parce qu'en fait on va la retrouver plus tard. Parce qu'en fait je me rends compte que vous ne pensez l'égoïsme que par rapport à l'altruisme. Et ça, je le comprends. Je comprends que vous soyez dans cette opposition, dans cette dualité. Et
Et vous êtes en fait dans la question, l'une des questions centrales tout de suite, à laquelle je pense arriver, mais plus tard, et je vais quand même introduire des questions, je dirais, intermédiaires, qui est la question de savoir finalement pourquoi on donne, qui est un peu la remarque d'Axel, parce que finalement, l'une des critiques qu'on fait à la distinction entre altruisme et égoïsme, c'est qu'en fait on dit que le ressort est le même. On agit par intérêt. Alors évidemment, l'intérêt dans un cas, c'est soit par peur, soit par fragilité, par vulnérabilité, par manque, par désir de combler une peur de manquer, j'agis. Par rétention, j'accumule, je ne donne pas, je n'échange pas, etc. Soit j'ai un intérêt autre qui est de trouver ma forme de reconnaissance, Pascal, vous le disiez, ma forme de contentement, mon plaisir dans le fait de donner et d'être dans ce qu'on appelle l'altruisme. Et donc c'est une autre forme d'intérêt, voire un intérêt réfléchi, voire même un calcul d'intérêt, voire même une stratégie aux yeux des autres. Ça peut être spontané, ça peut être réfléchi. Et dans ce cas-là, on m'appelle altruiste, mais la racine de mon comportement est la même. Alors on trouve cette critique célèbre chez Nietzsche, notamment dans Aurore, dans le livre 2, je crois que c'est le paragraphe 133, si vous voulez aller voir. Voilà. Voilà, mais c'est l'un des textes que je vous ai fait photocopier. Marc-Antoine les a imprimés. Et Nietzsche dit, voilà, pourquoi se jette-t-on à l'eau pour sauver quelqu'un qu'on n'aime pas et à qui même on voudrait du mal? Et en fait, la réponse possible qui vient, c'est mais parce qu'on ne pense pas à soi, par abnégation, par négation de soi. Et Nietzsche, dans ce dialogue fictif, qui est un dialogue entre un personnage et l'étourderie répond, mais à chaque fois qu'il donne un exemple, ben oui, la personne, elle agit par altruisme parce qu'elle s'oublie. Et en fait, l'interlocuteur qui représente la pensée de Nietzsche lui dit non, on s'oublie de façon consciente, mais pas de façon inconsciente. On pense encore beaucoup à soi involontairement et de façon inconsciente. Donc de même, quand on marche, on ne pense pas consciemment à mettre un pied devant l'autre, mais ça se fait tout seul. Et ça ne veut pas dire que d'une certaine façon, on ne pense pas à marcher. D'une certaine façon, notre corps n'est pas un automatisme qui prend le relais de la conscience. Et la thèse de Nietzsche, c'est de toute façon, le ressort de l'action est toujours le même, c'est un intérêt, dans un cas qui est égoïste et dans l'autre qui est altruiste, et donc, en fait, la différence n'est que de façade, et la racine du comportement est la même. La condamnation morale de l'altruisme, finalement, ne vaut pas, puisqu'en fait, cette dualité n'est qu'apparente, et la racine du comportement humain est la même, sa racine profonde est la même. Alors je ne rentre pas trop dans le détail de Nietzsche, on verra peut-être le texte. Il dit que ce qui nous fait réagir, c'est une réaction instinctive de la vie. On voit quelqu'un qui souffre, d'abord ça nous offuse parce que ça nous fait nous sentir lâches si nous n'agissons pas. Ça nous fait nous sentir impuissants. Et donc par réaction, presque comme si on avait subi une blessure, par mesure de rétorsion, on réagit et on agit pour résoudre la situation. Il y a le regard des autres, on veut manifester une forme de bravoure ou d'honneur par rapport aux autres pour, comment dirais-je, prouver sa propre valeur, et donc on réagit. C'est une réaction instinctive, si vous voulez. Et puis, il y a aussi le fait que voir quelqu'un souffrir, voir quelqu'un qui est en danger, qui est blessé, voire grièvement blessé, ça offusque la vie en nous, et ça nous fait nous sentir notre propre fragilité. Et donc, pour remédier à cette fragilité que nous ressentons un petit peu en miroir par rapport à l'autre, quelqu'un a parlé de miroir tout à l'heure, nous agissons pour résoudre ce qui nous cause à nous un problème dans le sentiment de notre vie intime, profonde, instinctive, inconsciente, si vous voulez. Et donc, il n'y a pas de différence entre l'altruisme et l'égoïsme. Donc, Manuela a raison. Et voilà, on peut. Mais en réalité, Nietzsche dit ça parce qu'il veut évacuer cette question morale de l'égoïsme et de l'altruisme. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait possible. Alors, Nietzsche il raisonne à partir de la vie, du vivant, de ce qui nous fait agir, réagir. Et il dit que c'est toujours des mécanismes d'action, de réaction instinctifs. Dans l'altruisme ou dans l'égoïsme, on trouve une forme, on se donne à soi-même, on trouve une forme de contentement dans le fait de donner, ou on trouve une fait de se rassurer quand on a une vie peut-être un peu étriquée, des peurs, dans le fait d'agir égoïstement. Mais en réalité, Nietzsche il prend ce parti pris d'interpréter les choses à partir de l'instinct, de la vie, mais il y a une autre façon d'interpréter les choses, c'est de regarder l'histoire humaine. Parce qu'on ne vit pas tout seul quand même. Vous êtes d'accord ou pas ? On ne vit pas tout seul, chacun dans sa villa. Et même si on est chacun dans sa villa, il faut quelqu'un, si on ne travaille pas, qui nous livre de la nourriture.
Donc en fait, une société, c'est quand même, je dirais, un organisme de production des biens et des services, une collaboration qui repose sur certains principes. Et les sociétés auraient-elles pu survivre si les individus avaient été égoïstes? Ça n'est pas sûr, puisque quand on regarde les sociétés humaines, à travers la longue histoire des sociétés humaines, il y a eu beaucoup d'entraide au sein des communautés, des tribus, des clans, etc. Ça, c'est une remarque qui est faite par un célèbre anarchiste qui s'appelait Pierre Kropotkin dans un livre qui s'appelle La morale anarchiste. Ça fait partie des textes que je vous ai photocopiés, vous pourrez les regarder. Alors moi, je vous donne une définition de l'égoïsme. Vous n'allez évidemment ne pas être d'accord, mais je vous la donne quand même. Et puis, je vous dis pourquoi je distingue l'égoïsme de l'égocentrisme et d'autres notions qu'on peut lier souvent à l'égoïsme. Il y a l'égotisme, il y a le narcissisme, il y a l'individualisme. C'est dur de s'y retrouver, alors je vous propose des définitions pour partir sur une définition de l'égoïsme, et ensuite je vous pose une autre question, une fois qu'on aura clarifié au moins la définition. Alors, l'égoïsme, on peut le définir comme le fait de privilégier, c'est Manuel qui a employé le terme de se privilégier son intérêt et son plaisir au détriment, voire au mépris de celui des autres. Et on peut même ajouter, si on veut vraiment forcer le trait de l'égoïsme, le fait de privilégier son intérêt et son plaisir, pas simplement au mépris ou au détriment, mais à l'exclusion de toute autre considération. Notion d'exclusivité. L'individualisme, c'est autre chose. L'individualisme, alors déjà, ça a un côté un peu plus théorique. L'individualisme, ça concerne l'histoire du droit et des valeurs. C'est le fait de privilégier les valeurs et les droits des individus par rapport à la société. Et c'est, à titre plus particulier, du point de vue de la démarche, de l'attitude, quand quelqu'un est individualiste, c'est quelqu'un qui généralement manifeste une certaine indépendance d'esprit au sein d'un groupe, voire une attitude non conformiste. Alors là, ça peut arriver jusqu'à une forme de marginalité, mais si vous êtes individualiste dans un groupe, vous ne vous donnez pas la peine, si vous voulez, de vous soumettre à toutes les normes, tous les codes auxquels le groupe se soumet. Peut-être par souci d'indépendance, peut-être par vanité personnelle, ça c'est des raisons qui sont intimes. Donc vous voyez, l'égoïsme est beaucoup plus concret que l'individualisme, d'une certaine façon. Je vous propose ces définitions. L'individualisme oppose l'individu à la société, l'égoïsme, c'est moi et les autres. C'est pas tout à fait la même chose. Alors l'égoïsme n'est pas forcément l'égotisme. Alors l'égotisme, c'est un mot un peu littéraire, ça signifie, ça renvoie au fait qu'une personne parle d'elle-même, fait référence à elle-même en permanence. On en croise parfois, ça arrive. Une personne qui est pleine d'elle-même, qui parle d'elle-même tout le temps, ça peut arriver. Il y a une forme de générosité aussi, ça veut dire qu'on se confie, mais ça peut après verser peut-être dans l'outrance, je ne sais pas. Ça, c'est l'égotisme. On peut être égoïste en étant un taiseux, une taiseuse, parlons pas de vous en permanence. Donc c'est pas forcément l'égotisme. C'est pas forcément le narcissisme. Le narcissisme, c'est le fait d'aimer l'image de soi. Aimer l'image de soi. Vous pouvez être très égoïste et pas narcissique. Vous pouvez ne pas passer votre temps à vous regarder, ne pas être une personne particulièrement soignée du point de vue de son image, et être très égoïste dans l'attitude. Je passe sur l'origine du narcissisme, le personnage mythique de Narcisse, vous savez, qui était tombé amoureux de son reflet, qui au début, ça nous racontait par Ovide dans les Métamorphoses, au début il ne se reconnaît pas. Vous savez, sa malédiction venait d'un amant qui l'avait conduit parce qu'il était aimé par les femmes et par les hommes, et il était damnablement beau, paraît-il, et donc l'un de ses amants éconduits avait dit la phrase fatale, il avait prononcé une malédiction contre lui, il avait dit « Puisse-t-il un jour lui aussi aimer et ne jamais posséder l'objet de son amour ?» Et comme Narcisse était très beau, finalement, le meilleur moyen qu'il ne possédât jamais l'objet de son amour, c'était de s'aimer lui-même, d'aimer son image, qui est un fantôme. Et donc, vous savez, la déesse Némésis, qui est la déesse de la vengeance, elle lisse les os pour les rendre parfaitement, je ne vais pas dire transparentes, mais permettre le reflet parfait de Narcisse. Il revient d'une chasse, il veut se désaltérer, puis il se voit pour la première fois. Il tombe amoureux de lui, forcément. Il veut se rejoindre, et puis voilà. Donc ça, c'est le narcissisme. Je ne sais pas si l'égoïsme, c'est forcément du narcissisme. Puis il y a une notion d'égocentrisme. Alors là, on est plus près de l'égoïsme.
Mais l'égocentrisme, alors ce qui est intéressant, c'est quand on va voir les définitions, souvent on dit déformation du moi. C'est intéressant. Ça nous renvoie au thème de l'équilibre, de la limite qui a été donnée. Je ne sais plus qui a parlé de limite tout à l'heure. Et à la notion d'outre-mesure. La déformation du moi. Alors l'égocentrisme, c'est quoi? C'est le fait de référer le point de vue des autres, tout ce qui les concerne, à son propre point de vue et de ne considérer les choses qu'à partir de son propre point de vue, d'être le centre, si vous voulez, de considération des choses. Alors peut-être que c'est plus étroitement lié à l'égoïsme, encore que peut-être un égoïste intelligent, c'est quelqu'un qui peut avoir une forme d'empathie, comprendre le point de vue des autres et mieux les utiliser justement, mieux utiliser les autres à son profit. Mais on est quand même déjà un peu plus proche de l'égoïsme, hein. Donc voilà, je vous répète cette définition de l'égoïsme, on va partir là-dessus. On a déjà pas mal déblayé le terrain. L'égoïsme, on peut le définir comme le fait de se privilégier, de privilégier son plaisir et son intérêt. Ça, c'est la première chose. 2, au détriment ou au mépris des autres. 3, voir de façon exclusive, c'est-à-dire voir à l'exclusion de toute autre considération. Ça marche ? Eh bien écoutez, la question que j'ai envie de vous poser est une question paradoxale. C'est quels sont les défauts de l'altruisme ? Ah oui, pas vu venir celle-là. Y a-t-il, je ne parle pas des défauts moraux, parce qu'évidemment c'est difficile c'est difficile de reprocher à quelqu'un d'être altruiste. On voit rarement quand même une personne reprocher, écoute, dans notre relation, tu as été un véritable altruiste. Et en faire un reproche. C'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare. Mais je ne parle pas de défauts forcément moraux, quels sont les désavantages, les défaillances, les défectuosités, peut-être, de l'altruisme, à supposer qu'il y en ait. Comme je l'ai dit, on revient toujours à cette question qui est la racine de l'action, qui est peut-être toujours l'intérêt. Mais peut-être qu'il y a Kant qui avait une formule, qui avait pensé les choses, on ne fait jamais aucune action si on n'est pas intéressé à agir. Mais le problème, c'est qu'on peut être intéressé au désintéressement, c'est-à-dire intéressé à une notion qui transcende mon intérêt personnel. Donc toute notion, on n'agit jamais autrement que par un intérêt à agir. Ça c'est sûr que à partir de là. Mais le problème, c'est de qualifier l'intérêt. Est-ce que l'intérêt, c'est ce qui cherche mon intérêt personnel au sens d'un bénéfice, d'une accumulation, etc. Ou bien est-ce que c'est un intérêt pris à quelque chose qui transcende mon intérêt? Et je dirais que là, alors, ça renvoie au bien, à la morale, au devoir, etc., ou à une notion religieuse, à une foi. Donc, je dirais qu'on pourrait évidemment lire le dévouement de Mère Teresa à travers ça, d'autant qu'elle était doloriste. Mère Teresa, elle pensait qu'il était nécessaire qu'il y ait de la souffrance sur terre pour que d'autres fassent leur salut. Mais je dirais, est-ce que vous considérez que finalement l'altruisme, je vais jusqu'au bout, là je fais exprès, hein, est-ce qu'un altruisme sacrificiel, quelqu'un qui décide de se sacrifier par altruisme, c'est quelque chose dont vous considérez qu'il va au bout d'un idéal moral, qu'il le réalise, qu'il accomplit, et donc par définition c'est bien, puisque c'est la réalisation totale de l'idéal moral, ou bien est-ce que vous considérez justement que c'est une forme d'abnégation qui outrepasse, si vous voulez, l'intérêt légitime pour l'altruisme et qui, je ne sais pas, dans ce sacrifice, est une forme d'irrespect envers soi-même. C'est ça le nerf de la question. Ou bien est-ce qu'il n'y a jamais d'irrespect envers soi-même dans l'altruisme ? Je reformule ma question. Est-ce que l'altruisme peut conduire à ne pas se respecter? C'est simplement ça la question. Est-ce que l'altruisme peut conduire à ne pas se respecter? Pour rester sur les relations affectives, pas simplement sentimentales, voilà, mais ça peut être amical aussi, etc. Est-ce que l'égoïsme peut fonder des relations affectives? Est-ce que des relations affectives peuvent être fondées sur l'égoïsme? Entendez-moi bien, on peut aimer quelqu'un et être égoïste. Ça, je ne vous poserai pas la question, ça je pense qu'on est d'accord. On peut aimer quelqu'un de façon égoïste. Mais est-ce qu'on peut aimer véritablement quelqu'un et être égoïste en même temps? Vous voyez ma question? On peut avoir des amitiés intéressées. Mais j'allais dire, est-ce qu'on peut souhaiter à son ami, parce qu'il y a une controverse philosophique célèbre à ce sujet, que je vais vous résumer après vos réponses, mais est-ce que
parce que si on n'est pas égoïste en amitié, on ne peut souhaiter que le bien à ses amis et tout le bien possible. Est-ce qu'on souhaite toujours tout le bien possible à ses amis? C'est-à-dire un bien qui n'aurait pas de mesure. Je vais vous prendre un exemple, en fait, qui n'est pas de la jalousie, parce que c'est un peu, entre guillemets, c'est très subtil. C'est très ambigu. On trouve ça chez Aristote dans un livre qui s'appelle L'Éthique à Nicomaque. Et dans le livre 8, il parle de l'amitié, il oppose les amitiés qui sont accidentelles et les amitiés qui sont essentielles. Il y a 3 types d'amitié pour Aristote, je vous passe les détails. Il y a l'amitié qui est fondée sur le plaisir, qui peut être la camaraderie, etc. Il y a l'amitié qui est fondée sur l'utilité. C'est pour ça qu'il peut exister des amitiés perverses entre des personnes qui sont égoïstes et pervers, parce que s'ils ont un intérêt, une utilité à se fréquenter et qu'ils éprouvent du plaisir, voilà. Mais il y a la 3e amitié qui est l'amitié selon le bien ou pour le bien. On aime une belle personne pour ce qui la transcende, ce qui la dépasse, pour le bien qu'elle représente, et elle-même nous aime parce qu'elle trouve en nous un bien et un intérêt pour le bien qui nous dépasse aussi, et cet intérêt commun nous fait nous rejoindre. Et Aristote se pose une question quand même au sujet de cette amitié essentielle, et il dit quelque chose de très étonnant, qui peut paraître étonnant. Il dit « Est-ce qu'on peut souhaiter tout le bien possible à son ami ?» Et pour un grec, tout le bien possible, c'est lui souhaiter de devenir un dieu. Immortel, invulnérable, impérissable. Et Aristote dit non. Aristote dit non, pourquoi? Parce que, d'abord, selon lui, on préfère toujours d'abord son intérêt à celui de son ami, même si on est, comment dirais-je, pleinement ami avec quelqu'un, d'une amitié essentielle, et aussi parce que si notre ami devenait un dieu, une déesse, il ne pourrait plus être notre ami. Il passerait dans une autre sphère, dans une autre dimension, et ce serait souhaiter par amitié quelque chose qui détruirait l'amitié. C'est étonnant parce que c'est pas de l'égoïsme, c'est encore autre chose, c'est-à-dire c'est pas la volonté de conserver son ami dans le giron de l'amitié, c'est-à-dire que l'amitié ne peut pas souhaiter quelque chose de contraire à l'amitié. On ne peut pas souhaiter que notre ami devienne un être qui soit d'une nature qui fasse qu'il ne soit plus notre ami. Alors évidemment, il y a un auteur qui n'était pas du tout d'accord avec ça. C'est Montaigne qui dans son chapitre de l'amitié, dans ses essais, fait référence à la célèbre amitié qu'il a eue avec la Boétie, qui était un jeune homme qu'il avait bien connu. Et c'est dans le livre 1, chapitre 28, c'est l'essai de l'amitié. Et il dit cette définition très forte de l'amitié. Il dit finalement, entre lui et moi, il n'y avait pas de différence entre nos âmes. On parlait d'âme tout à l'heure, c'est Béatrice qui parlait d'âme. Ça rejoint la définition de l'amour qu'on a donnée tout à l'heure d'un égoïsme à deux, mais Montaigne n'emploie pas le terme d'égoïsme. Il dit finalement, en l'amitié de quoi je parle, elle parle des âmes, de son âme et de celle de la Boétie, en l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et confondent l'une en l'autre d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. C'est magnifique, c'est-à-dire que lui ou moi, c'est la même chose. Et là s'abolit la question de l'égoïsme, de l'altruisme, parce que lui ou moi, c'est la même chose, d'une certaine façon. J'en viens à une autre de mes questions. Est-ce qu'on vit dans une société égoïste? Et si oui, à quoi le voyez-vous? Sinon, à quoi le voyez-vous? Et deuxième volet de la question, mais on va d'abord aborder le premier, est-ce que cet égoïsme, finalement, n'a pas, je fais exprès d'employer un mot économique, n'a pas des bénéfices, ne produit pas des choses qui sont bénéfiques, ou bien est-ce qu'il n'est que, je dirais, délétère, négatif? Je commence par le premier volet de la question. Est-ce que nous vivons dans une société égoïste? Est-ce que vous la trouvez égoïste? Et si oui, quels sont les signes que vous pointez, les signaux, les symptômes, si vous voulez, qui vous font penser que notre société peut être qualifiée globalement, parce que c'est un jugement global, ça peut, comment dirais-je, comporter une part d'iniquité, de porter un tel jugement global sur toute une société. Mais est-ce que vous trouvez des signes, des symptômes de ce qui serait l'égoïsme? Constitué d'individus. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Alors, oui, alors attention, parce que si par exemple, je prends un exemple célèbre, qui effectivement va faire écho à ce que vous dites. Si on regarde Alexis de Tocqueville,
dans son grand livre de la démocratie en Amérique. Si vous regardez, donc c'est la deuxième partie, je crois que c'est, il faudrait regarder, c'est dans la deuxième section, chapitre 2, il faudrait regarder. C'est un chapitre qui s'intitule « De l'individualisme dans les sociétés démocratiques ». Et lui il fait une distinction entre égoïsme et individualisme. Parce que lui, en allant aux États-Unis au début du 19e siècle, il voit quelque chose, je ne dis pas qui est nouveau, mais quelque chose qui est propre aux sociétés démocratiques, qui n'était pas tel quel dans la société française d'Ancien Régime, et qu'il voit aux États-Unis et qu'il appelle de l'individualisme. Il dit c'est pas l'égoïsme. Il dit l'égoïsme, il appelle ça c'est un instinct aveugle, dit-il, qui a toujours pour lui qui a toujours existé. C'est profondément faux quand on se plonge dans l'anthropologie. L'égoïsme, c'est pas, je pense, quelque chose de naturel, même s'il a un ressort naturel de l'action. C'est plus un phénomène social. Quand on regarde les clans, les tribus, l'égoïsme n'a pas de sens dans un fonctionnement tribal. Je veux dire, d'abord, il n'y a pas d'accumulation des ressources qui permettent effectivement de se livrer à un type d'égoïsme particulier, et c'est d'abord un fonctionnement clanique. Mais lui dit, donc l'égoïsme c'est un instinct aveugle, c'est un amour exagéré de son intérêt, mais il dit l'individualisme c'est autre chose. Il dit l'individualisme qui se développe dans les pays démocratiques, avec l'égalité des droits, c'est le fait de privilégier la petite société conforme avec sa famille, ses amis, et il dit autant l'égoïsme, ça détruit toutes les vertus, autant l'individualisme détruit d'abord les vertus publiques. C'est-à-dire qu'on privilégie sa sphère privée. Moi, mes amis, mes proches, on constitue un petit clan, si vous voulez, qui fait, je dis pas sécession, qui fait bande à part, qui délaisse le civisme, les vertus civiques, comment dirais-je, les valeurs qui sont liées à la collectivité, et qui forment une petite société. Mais ce que dit Tocqueville dans ce chapitre, qui n'est pas très long, c'est que l'individualisme dégénère et s'absorbe, au final, finit par s'absorber dans l'égoïsme. C'est parce qu'il considère que, finalement, l'individualisme, sa logique, c'est de tellement ruiner les vertus publiques, on ne voit pas l'intérêt de s'investir pour l'État, la nation, la patrie, une vertu qui est au-delà de ma sphère individuelle et de mon intérêt, et ça finit par ruiner même toutes les vertus. Donc, pour préciser un peu ma question, nous on est dans une société individualiste, je dirais, qui est la société de l'égalité des droits, des conditions. On n'est pas dans une société d'Ancien Régime, qui était une société du clan, de la famille, du lignage, de la filiation, etc., et ou d'une société même qui fonctionnait par caste. Mais au sein d'une société qui est individualiste, il faut bien le dire, est-ce que vous la trouvez aussi, les individus ils fonctionnent, ils forment de petites sociétés, privilégient leur famille, leurs amis, etc. Donc ils sont individualistes, mais est-ce que vous la trouvez égoïste cette société ou pas du tout? Est-ce que vous voyez des valeurs égoïstes ou des comportements égoïstes? Permettez-moi de me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que finalement c'est pas positif? Cet égoïsme. Est-ce que ce n'est pas positif? Est-ce que le jeu des égoïsmes ne produit pas, tout simplement, du point de vue de la dynamique sociale ou économique, du bénéfice de l'activité, de l'émulation? Je vous ai cité le texte d'Adam Smith. Le texte d'Adam Smith, pour moi, il a beaucoup de défauts philosophiques. Mais il défend une thèse que je vous ai exposée, je vous la rappelle, donc dans les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, on parle de richesse justement, et il entend richesse d'un point de vue matériel, qui est déjà un certain biais. Dans le livre 1, chapitre 2, il dit la chose suivante, oui, c'était un économiste, il dit les transactions, en fait, reposent sur l'égoïsme, les transactions humaines, dans la société qui est la sienne, qui est déjà une société, entre guillemets, libérale, d'une société marchande, d'une société de production, de biens, de services, d'échanges. Et je vous rappelle sa phrase, ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais du soin qu'ils portent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme, et nous leur parlons non pas de nos besoins, mais de leur avantage.
Et on leur dit la chose suivante, donnez-moi ce dont moi j'ai besoin et vous aurez de moi ce dont vous avez besoin. Est-ce que finalement l'idée d'Adam Smith, vous savez, il avait ça dans l'idée de, comment dirais-je, sur le plan économique global, il y a une main invisible qui est une sorte de providence dans les échanges économiques qui fait que le jeu des intérêts particuliers, des égoïsmes, finit par produire une richesse commune. Et j'enfonce même le clou pour vous montrer l'argument et pour vous demander si vous trouvez que c'est un argument valide, une approche qui vous semble pertinente. Il y a un autre auteur, un petit peu plus ancien que Adam Smith, qui s'appelait Bernard Mandeville. Et Bernard Mandeville avait écrit un célèbre ouvrage qui s'appelle La fable des abeilles, The Fable of the Bees, qui avait paru en 1714 pour la première édition. Et il disait finalement, les vices privés font les vertus publiques. Plus exactement, c'est private vices, public benefits. Et il dit la chose suivante, mais imaginons qu'on supprime les jeux d'argent, les consommations superficielles, l'appât pour le gain qui conduit dans certains cas à la fraude. Que deviendraient les avocats? Que deviendraient les débits de boissons? Que deviendraient les tenanciers de jeux? Sur quoi repose la richesse publique, si ce n'est parfois des vices privés? Et cette recherche individuelle égoïsme d'un profit personnel finit par créer une émulation qui produit une richesse commune. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous trouvez que c'est un argumentaire pertinent?